très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Chérifla TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 18h30 avec à la une la cérémonie de lancement de la 7e session du Comité national de pilotage du projet inclusif facilitateur opportunités de marché rentable et croissance économique pour les organisateurs, producteurs ruraux et les petites et moyennes entreprises agricoles. C'était ce jeudi 14 novembre 2024 au ministère de l'Industrie et du Commerce sous la présidence du secrétaire général du dit département. Compte rendu, Kolotoumou Diabaté et Samba Traoré. Dans le cadre d'un développement durable des petites et moyennes entreprises agricoles, cet espace d'analyse est créé pour faire un bilan des travaux réalisés par les deux équipes du projet inclusif du programme Sahel pour les défis des 3 crises climatique, sécuritaire et Covid-19, avec comme cycle SD3C qui s'achève en fin d'année 2024, au dire des organisateurs. C'est le comité de pilotage des 2 projets qui se tient aujourd'hui. C'est un comité de pilotage qui doit un bilan, qui doit après 6 années d'activité pour le projet inclusif et 3 années d'activité pour le projet SD3C. Donc on doit faire le bilan de ces périodes de mise en œuvre du projet, évaluer et avoir les orientations nécessaires pour faire face aux perspectives. Oui, les 6 années, je pense qu'aujourd'hui les résultats qu'on a pu avoir, les remontées d'informations et les visites de terrain qu'on a eu, avec les témoignages aussi des bénéficiaires, nous sommes très satisfaits. Le projet a permis sur plusieurs aspects de développer des produits financiers, de permettre de toucher plus de 350 000 personnes aujourd'hui directement qui ont bénéficié des appuis du projet, de créer des alliances commerciales au niveau de nos régions et autour des unités de transformation, des unités de traitement. Donc autour de ces unités, nous avons pu organiser des milliers de producteurs sur plusieurs spéculations. Ces résultats sont jugés satisfaisants au niveau du FIDA et soulignent l'engagement de toutes les parties prenantes. De façon plus détaillée sur les aspects de l'appui institutionnel. Les institutions stratégiques que sont la CCS, la cellule de contrôle et de surveillance du système financier décentralisé, le CPA, le centre de promotion et d'appui de SFD et l'association professionnelle de SFD ont exprimé leur satisfaction pour le soutien apporté par le projet. On souligne quand même une dépendance de ces institutions au financement pour leur opérationnalisation. Prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce a félicité les équipes des 2 projets, fait le point des activités réalisées avant de déclarer ouverts les travaux de cette 7e et dernière session ordinaire du comité de pilotage du projet inclusif. Le combat au développement continue et nous nous réjouissons de la contribution fort appréciable des équipes de ces 2 projets à l'atteinte des objectifs assignés au département en charge de l'industrie et de l'agriculture. La présente session intervient dans un contexte de fin de campagne, je le répète, marquée par une abondante pluviométrie, occasionnant par endroits des sinistres pour lesquels le gouvernement a pris des mesures vigoureuses pour que cette situation ne compromette pas les promesses de bonnes récoltes subséquentes et la densité des circuits commerciaux qui en résultent. C'est le lieu pour moi de féliciter les équipes de projet inclusif et 3 SDC qui, malgré l'adversité, ont relevé les défis de l'accessibilité physique et apporté le soutien requis aux producteurs ruraux. Dans le cadre de la synergie interprojet inclusif FIER 1 et en appui au développement des entreprises rurales portées par les jeunes, le projet inclusif a permis sur une cible de 4500 jeunes, dont 500 filles, d'assurer le financement et la formalisation des relations d'affaires de 5098, dont 2364 filles avec le système financier décentralisé. Dans la perspective de construction d'un secteur privé rural dynamique, le projet a renforcé les capacités organisationnelles et entrepreneuriales des organisations de producteurs et des petites et moyennes entreprises partenaires. En effet, ce sont 28 640 producteurs, dont 11 062 femmes, sur une prévision de 36 000 qui ont été renforcées, soit un taux de réalisation de 79,56% de la cible. À noter que plusieurs personnalités du secteur agricole
ont répondu présentes à la rencontre. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 3 du district de Bamako, en collaboration avec la Maison des Jeunes, a organisé une conférence sur la désinformation à l'endroit des jeunes de la dite commune. L'événement s'est déroulé ce jeudi 14 novembre 2024 à la Maison des Jeunes de Bamako. Reportage Aminata Traoré et Draman Mali. La lutte contre la désinformation est un enjeu majeur dans notre pays. C'est dans ce sens que cette conférence a été initiée par le Conseil communal de la jeunesse de la commune 3 du district de Bamako, en collaboration avec la Maison des Jeunes du district, en faveur de la jeunesse, afin d'échanger et sensibiliser sur les dangers liés à la désinformation. Nous avons initié cette activité dans le but de former les jeunes sur les techniques en réalité qui vont leur permettre de différencier la bonne à la mauvaise information, notamment de leur outiller par rapport aux différentes techniques de comment déceler ces fausses et de vraies informations. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes, c'est de leur demander de ne pas partager toutes les informations qui compromettent notamment la sécurité de l'État et aussi qui compromettent à nos mœurs. Se réjouissant de la tenue d'une telle conférence, les partenaires techniques et financiers ont félicité l'initiative venant du Conseil communal de la jeunesse de la commune 3 avant de réitérer leur accompagnement. Quant aux participants, ils ont remercié les organisateurs de ce rendez-vous du donner et de recevoir sur les dangers qu'encourent les jeunes face à la désinformation. La désinformation, c'est un danger pour tout un pays en question, toute une nation en question, parce que ça peut provoquer et amener beaucoup d'incompréhension, de malintentions, et ça peut provoquer quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, cette formation, on ne peut pas rêver mieux. On peut que dire merci aux organisateurs. Selon le directeur de la Maison des Jeunes de Bamako, le thème éducation aux médias, les jeunes parlent aux jeunes, permettra aux participants de mieux s'outiller sur la lutte contre les fake news et instaurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le thème porte sur la désinformation, notamment l'éducation aux médias. Les jeunes parlent aux jeunes. C'est significatif, ça a tout son sens pour que les réseaux sociaux ne soient pas utilisés à des fins de destruction, de désinstruction des images et des messages qu'on peut donner. Il suffit aujourd'hui, on est dans une situation d'instabilité, il y a une situation d'insécurité, il y a la guerre qui peut se manifester, notamment la guerre informelle d'information. C'est les jeunes aujourd'hui qui ont plus de quotas sur la visibilité des réseaux sociaux. Donc il était nécessaire de les sensibiliser, que tout n'est pas partagé. Auparavant, la cérémonie avait débuté par l'hymne national du Mali, suivi d'un mot de bienvenue du représentant des coordinateurs des chefs de quartier de la commune 3 et du maire de la commune 3 du district de Bamako. Le point à présent de l'actualité nationale et internationale en brève, commenté par Moussa Foma. Nous ouvrons le condensé de l'actualité internationale de ce jeudi 14 novembre 2024 par le Burkina Faso. Le gouvernement a mis en garde mercredi les commerçants qui continuent d'exporter les niébés, les riz, le mil, le maïs et le sorgho malgré une interdiction en cours depuis le 19 décembre 2023. Tout contrevenant à cette décision s'expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur, précise un communiqué conjoint signé mercredi par les ministres du Commerce Serge Poda, de l'Agriculture Ismaël Sombier et de l'économie Aboubacar Nakanabo. Les populations sont priées de signaler les cas de non-respect au numéro vert suivant 80 00 11 84, 80 00 11 85 ou 80 00 11 86. Par ailleurs, le gouvernement a adopté l'avant-projet de budget de l'État pour l'exercice 2025. Ce budget est arrêté en recettes à 3 193 milliards de francs CFA et en dépenses à 3
593 milliards de nos francs selon les explications du ministre de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabou. Le ministre a souligné que le processus d'élaboration et d'adoption de l'avant-projet des budgets a été réalisé sous l'arbitrage du président Ibrahim Traoré, qui a reçu chaque ministre et son équipe dans le but de recentrer les prévisions budgétaires sur les priorités en réduisant les charges de fonctionnement du gouvernement au profit des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire et la protection sociale. Autre actualité dans ce tour d'horizon, l'Afrique vit un deuxième réveil, cette fois de l'oppression néocoloniale, dit Sergei Lavrov. Ce réveil face aux pratiques qui entravent son développement est en train de se produire, a indiqué le chef de la diplomatie russe lors d'une rencontre avec des jeunes diplomates russes. L'Afrique n'accepte plus de rester une source de matières premières achetées et exportées principalement vers l'Occident, a-t-il souligné. Lorsque toute la transformation technologique sophistiquée est réalisée en dehors du continent africain, celui-ci est ainsi condamné à maintenir une position subordonnée, a expliqué le ministre. De cette manière, beaucoup plus d'emplois sont créés en Occident dans la transformation des matières premières africaines. La valeur ajoutée et tous les profits associés sont perdus, a-t-il ajouté. Certaines résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux anciennes colonies n'ont pas encore été pleinement mises en œuvre, car le Royaume-Uni et la France conservent encore un certain nombre de leurs biens coloniaux, a dit le ministre. De son côté, la Russie réalise plusieurs initiatives concernant l'Afrique, notamment celle dirigée contre les pratiques modernes du néocolonialisme. L'Afrique ne figurera pas dans le top des priorités de Donald Trump, selon un ex-ambassadeur américain au Zimbabwe. Toute action américaine sur le continent serait probablement motivée par son style de leadership transactionnel et égocentrique, estime Charles Ray. La politique étrangère américaine n'a pas fait de l'Afrique une priorité depuis longtemps, au-delà d'une vision du continent à travers le prisme de la lutte contre des rivaux comme la Russie et la Chine, a ajouté l'ancien diplomate interrogé par IP, même si Joe Biden avait parlé de l'Afrique comme d'un partenaire clé, ses paroles n'ont pas encore été suivies d'actes concrets, a-t-il indiqué. Plusieurs experts partageant cet avis, se référant à la stratégie l'Amérique d'abord du futur locataire de la Maison-Blanche, signale l'agence. Le chinois Shan Morning Post a pour sa part rappelé que lors de son premier mandat, le milliardaire américain réduit le financement des projets africains et avait été accusé d'ignorer le continent. En outre, le républicain n'a jamais mis le pied sur le sol africain au cours de sa présidence. Toutefois, son administration a lancé plusieurs initiatives visant à accroître les investissements dans les pays du continent en réponse à l'influence croissante de la Chine. Pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité internationale, Vladimir Zelensky n'acceptera pas de plein gré d'organiser des élections en Ukraine. Il préfère entraîner le pays dans une guerre civile ou nucléaire, a déclaré Alexandre Dubinsky, député de l'opposition ukrainienne. Zelensky n'acceptera jamais de convoquer des élections de son propre chef. Mon opinion est la suivante: il mènera le pays vers une guerre civile ou nucléaire plutôt que d'accepter des élections. Lui et ses sponsors pensent de la même manière, a écrit Dubinsky. Sur sa chaîne Telegram, il a expliqué que Zelensky ne bénéficierait en aucun cas de la fin du conflit, car dans ces cas, il faudrait évaluer ses effets nets. Il faudra déclarer des pertes. Il ne parviendra jamais à échapper au sang
qu'il a versé, même maintenant, a déclaré même Debenski, rappelant l'ampleur de la corruption et les profits que l'entourage de Zelensky tirait des hostilités. Debenski est un député indépendant. Au printemps 2020, il a été placé sous sanctions américaines pour avoir rendu public des enregistrements audio compromettants pour Joe Biden. Il a ensuite été exclu de la faction parlementaire du parti pro-présidentiel serviteur du peuple. En novembre dernier, il a été arrêté pour trahison et est détenu dans un centre de détention provisoire. Auparavant, il avait souligné à plusieurs reprises que Kiev devait entamer des négociations avec Moscou pour sauver des vies humaines et l'avenir du pays. Commentaire plutôt signé à Sadio Sidibé. Et voilà qui me fait à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À 20h30, retrouvez la version en langue bamanakan avec Mahamadou Ben Cherif Soumanou. Très belle soirée en compagnie de nos programmes.